Bonjour à toutes et à tous. J'organise d'habitude des ateliers lors desquels je distille peu à peu certaines idées au fur et à mesure de l'expérimentation, ce qui permet à chacun de partir de quelque chose qu'il a vu et perçu et donc de mieux l'assimiler. J'ai décidé de partager ce que je sais de la rédaction technique d'une manière différente et de réaliser une dizaine de courtes vidéos thématiques pour que chacun puisse aller directement à ce qui l'intéresse, même s'il ne peut pas participer à mes ateliers. Voici donc la première de ces vidéos sur le contexte de la rédaction technique. Ce dessin humoristique représente malheureusement une situation connue dans les entreprises et les administrations. Je vous laisse quelques secondes pour le parcourir. Nous vivons dans un monde complexe et un manque de communication entre les services aboutit à ce type de dysfonctionnement. Évidemment pas forcément à ce point-là, mais en ce qui nous concerne, la documentation reste souvent très éloignée des préoccupations réelles des utilisateurs. Nous sommes là pour faire en sorte que ce que nous écrivons corresponde non seulement au matériel ou au logiciel que nous documentons, mais aussi et surtout à la manière dont nos clients souhaitent s'en servir. Je vous montre le plan de cette présentation pour que votre attention soit attirée par des termes un peu étonnants comme documenter le non-écrit et documenter le non-dit. J'afficherai de nouveau ce plan en fin de présentation en guise de générique de fin et j'entre directement dans le vif du sujet. Nous vivons dans un monde complexe et les universités et les écoles dispensent des formations de plus en plus techniques. Donc en entreprise, nous sommes entre spécialistes. On croit tous connaître le métier des autres. On s'en fait en tout cas une idée. Et pourtant souvent on tombe à côté. C'est un petit peu la raison de cette présentation d'aujourd'hui. Quand je vais chez le docteur et que j'ai le nez qui coule, il peut m'arriver de lui dire que je pense que j'ai attrapé un rhume. Le médecin m'examine et diagnostique, pourquoi pas, une allergie, donc quelque chose de complètement différent de ce que j'imaginais. C'est quelque chose de courant quand on va voir un expert. On pourrait trouver d'autres exemples chez le garagiste ou chez un avocat. On se fait tous une idée, mais finalement, c'est le deuxième volet de cette discussion sur le travail de l'expert, c'est l'expert qui nous donne sa vision des faits sur la base de son expertise. Dans notre monde complexe, nous faisons appel à des spécialistes qui examinent la situation, qui font un audit, puis qui préconisent une solution. Je vais introduire un troisième élément sur l'expertise. Il existe plusieurs types d'experts, deux types d'experts, les généralistes et les spécialistes. Le généraliste possède des connaissances sur beaucoup de choses dont il sait peu de choses. Le spécialiste, lui, sait beaucoup de choses, mais sur peu de choses. En tant que rédacteur technique, je suis les deux. Je suis un généraliste des technologies et je suis également un spécialiste de la rédaction technique. Et c'est cette expertise que nous allons détailler maintenant en réfléchissant à ce qu'est la communication, avant de revenir rapidement sur le rôle du rédacteur. Qu'est-ce qui permet à deux personnes de se comprendre ? Tout d'abord, de parler la même langue. La communication non verbale participe à la communication, mais quand deux personnes ne parlent pas la même langue, c'est quand même assez compliqué. Il y a des variantes au niveau des langues. Par exemple, pour l'anglais américain, l'anglais britannique, l'anglais d'Australie, etc. Mais au sein d'un même pays, il y a également des variantes qui influent sur la qualité de la communication. Il y a des variantes régionales et des variantes culturelles. Et quand il y a des variations au niveau de la qualité de la communication, ça produit des interférences. Pour pouvoir se comprendre, il faut connaître les mêmes mots, utiliser les mêmes termes techniques. Alors, est-ce qu'on dit pain au chocolat ou est-ce qu'on dit chocolatine ? Au niveau technique, un seul terme, en tout cas, doit être utilisé pour désigner un objet, sous peine, encore une fois, de brouiller le message, de faire naître des incompréhensions. On ne peut communiquer vraiment que si on parle des mêmes choses, que si on en a la même expérience. Ce qui permet à un groupe, enfin, de communiquer efficacement et de se sentir en confiance ensemble est le partage des mêmes objectifs. Tous ces critères ne sont pas noirs ou blancs, mais plutôt déclinés sur une échelle de gris. Tout est relatif. On pourrait dire par exemple sur une échelle de 1 à 5. Plus cette communication est relative, moins la communication est fluide. Mais elle reste quand même une forme de communication. Par contre, au niveau de l'entreprise, notre objectif est de tendre vers l'excellence. Le rédacteur technique doit donc être un expert de l'écriture, un spécialiste de la terminologie, savoir expliquer, être capable de sélectionner les informations pertinentes et de formuler simplement des messages techniques. Donc l'objectif est d'obtenir 5 sur 5
pour chacun de ces 5 critères. Nous ne pouvons adapter le message à ces lecteurs que si nous les connaissons. Mais comment ? Pour les connaître, il faut aller les voir et non pas se contenter des informations disponibles au bureau. Il faut aller les voir, leur poser des questions sur la manière dont ils utilisent le produit ou le logiciel, et s'ils ne le connaissent pas, ce qui arrive, sur la fonction que ce produit ou logiciel est censé remplir. Mais aussi, quand nous nous sommes fait une idée du plan, de la documentation, il faut revenir les voir pour leur faire valider. C'est une démarche très courante dans un processus d'audit. On pose des questions et on vérifie qu'on a bien compris la problématique en la reformulant. Et enfin, on retourne voir l'utilisateur une 3e fois pour lui faire tester le document pour s'assurer qu'il fonctionne. Nous reviendrons sur ce concept de fonctionnement avec le Transparent 7. Très souvent, on pense qu'un ingénieur est la personne la mieux placée pour rédiger la documentation. Un ingénieur, oui, mais un ingénieur en ingénierie documentaire, pas un ingénieur spécialiste du produit à documenter. Pourquoi ? Eh bien parce que les savoir-faire à mettre en œuvre sont ceux d'un journaliste, d'un généraliste de la technologie, d'un spécialiste de l'écriture, d'un expert de la communication qui maîtrise évidemment les outils de l'état de l'art, et surtout, ce qui est absolument fondamental, qui maîtrise les savoir-faire de l'utilisateur, qui sait se faire l'avocat de l'utilisateur. Si l'utilisateur ne se reconnaît pas dans la notice utilisateur, elle est inutilisable. Et celui qui doit trancher en dernier ressort sur une documentation utilisateur, quand il y a une discussion au sein de l'entreprise sur le niveau d'information fourni, est l'utilisateur. Ce processus-là doit absolument être mis en place au niveau de l'entreprise. Les 2 transparents suivants sont 2 choses qu'un expert du produit ne fera jamais. Transcrire le non-dit et transcrire le non-écrit. Au départ, il n'existe pas de documentation utilisateur. Il existe des documents conceptuels, des business plans pour la banque ou les décideurs, puis un cahier des charges, des spécifications fonctionnelles, comme dans tout cycle en V. L'ingénieur pourrait à la limite rédiger la documentation de référence, mais en aucun cas la documentation utilisateur, parce qu'il ne dispose pas des informations nécessaires, qui n'ont jamais été écrites avant. Alors où est cette information ? C'est l'utilisateur qui l'a, il faut aller l'interroger sur ses pratiques, ses besoins, les difficultés qu'il rencontre, etc. Comment vérifier ? Auprès de lui. Un document utilisateur est en fait un catalogue d'actions utilisateurs. Lui seul peut les valider. Dans notre monde technologique complexe, il ne faut présenter à l'utilisateur que les unités d'information simples qu'il concerne. Il se fiche complètement du nombre de cylindres ou de l'emplacement des bougies. Il veut juste savoir comment déparer sa voiture, avancer, clignoter, allumer les phares, etc. En revanche, certaines informations a priori extérieures au système décrit lui sont absolument nécessaires en fonction de son profil. Si ce besoin n'a pas été décelé et pris en compte au départ, c'est le SAV qui devra le gérer. Pour les smartphones, par exemple, il a fallu, au début à l'apparition de cette technologie, expliquer comment balayer l'écran pour faire apparaître d'autres images, parce que les écrans tactiles étaient nouveaux. Il peut s'agir aussi d'informations totalement extérieures au produit, comme de nouvelles obligations juridiques. De toute façon, il faut bien être conscient qu'un produit n'est jamais indépendant de l'histoire ou du contexte du pays où il est vendu. Comme une notice est un catalogue d'actions de l'utilisateur, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. L'origine peut être une mauvaise formulation. Il est donc indispensable de se relire et de se faire relire parce qu'on passe à côté de certaines de ces fautes. Et surtout, il faut faire tester son manuel par un utilisateur type. Là encore, c'est quelque chose à mettre en place au niveau de l'entreprise. J'y reviendrai dans l'une des présentations de cette série, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si on parle du processus documentaire, on pense souvent aux réunions de lancement, de suivi, de validation. C'est l'aspect visible des choses. Pour le rédacteur technique, les 8 phases de ce transparent sont celles qui constituent la colonne vertébrale de son activité. Nous avons déjà évoqué la nécessité du contact avec un utilisateur type. Il faut bien évidemment aussi pouvoir manipuler le produit. Le reste ne pose aucun problème de compréhension. Rédaction de la première version, test et intégration des corrections sont des démarches courantes pour un produit. Elles sont identiques pour une documentation.
Je vais parler maintenant des outils non technologiques. Les outils documentaires changent au gré des technologies, ceux du rédacteur ne changent pas. Il s'agit d'abord d'établir un contact de qualité pour mettre la personne dont nous avons besoin qu'elle nous fournisse des informations à l'aise. Alors je parle d'une boîte de calisson d'Aix pour le gag, mais j'ai acheté une boîte de calisson d'Aix une fois pour aller voir un client en Irlande et notre premier contact a été excellent, ce qui a évidemment participé à la qualité globale de la documentation. Il est intéressant de pouvoir montrer ce qu'est une documentation qui fonctionne, avec des fonctionnalités à la pointe de ce que nous sommes en mesure de faire, pour montrer l'objectif de manière concrète. Et puis, on va poser des questions à un client, il est normal de lui donner également quelque chose en retour. Nous allons passer des heures avec cette personne, et autant que cette collaboration soit agréable, le côté humain doit donc être soigné, c'est pour ça que je mets un sourire. Les outils de base sont simples, et il y en a 3 autres. Un cahier pour ne pas que les pages se mélangent, un cahier aussi parce que je n'ai pas besoin de prise de courant pour qu'il fonctionne. Je peux prendre des notes tout le temps, je peux passer dans un atelier, je peux passer à l'extérieur, même s'il pleut un peu. Je note les choses que je comprends et je note aussi les choses que je ne comprends pas. Il est toujours bon de pouvoir revenir sur ces notes une fois que les obstacles à la compréhension ont été levés. En début de projet, il est bien évident que je comprends peu de choses et petit à petit, je comprends de plus en plus de choses. Je ne veux pas interrompre, ou je veux interrompre le moins possible mon interlocuteur pour éviter de lui faire perdre le fil de ses idées. C'est pour ça que je prends des notes, même des choses que je ne comprends pas. Un autre outil dont je me sers énormément, c'est mon téléphone portable qui me permet de prendre des photos et des vidéos, et une toute bête clé USB qui me permet de montrer des documents, de faire des présentations quand mon ordinateur tombe en panne et de récupérer des documents en retour. De tels outils de base low-tech sont vraiment mes préférés. Et là encore, l'essentiel est qu'ils fonctionnent. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo. Voici les thèmes dont je vous ai parlé. J'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos. Et bonne journée à vous.